Merci de m'accueillir. Alors si on m'avait dit à mon départ il y a 2 ans en Bretagne que j'allais faire une causerie devant des gens déjà, et devant autant de monde, j'aurais bien rigolé, je n'aurais pas cru. Mais... Donc je vais essayer de vous raconter mon petit périple. Ça vient. On peut couper la lumière. Donc voilà, c'est pour raconter l'histoire de mon voyage. Donc je m'appelle Yann, j'habite à Saint-Brieuc, c'est dans le nord de la Bretagne. Pour info, c'est là où on fait les meilleures crêpes, d'après ce que disent les Bretons du Nord. Et donc après c'est Baluchon, c'est mon petit bateau que j'ai construit moi-même, que j'ai conçu et construit dans mon garage. Et j'ai fait en fonction de mon budget, donc j'avais pas un gros budget, donc je l'ai fait pour... Il fallait rentrer dans un budget de 4 000 €, je m'étais au départ, c'était le montant de mes économies, donc je dis bon c'est peut-être possible. Donc j'ai 3 passions dans la vie, c'est de dessiner, de construire et de faire naviguer des bateaux. Donc construire des petits bateaux, ça met un petit peu ça fait une réunion de toutes mes passions, quoi. Et comme je suis autodidacte dans tous les domaines, ça me permet d'imaginer des choses que les autres font pas parce qu'ils sont habitués avec un apprentissage qui leur a duré longtemps. Et donc moi, j'imagine des nouveaux concepts. Et c'est ce qui me plaît en fin de compte. C'est ce qui m'amuse beaucoup. Donc alors pour l'histoire, Baluchon, c'est pas ma première tentative. En 2015, je suis parti de Bretagne avec un autre bateau qui s'appelait le Scroll, qu'on voit là dans l'image. Et je suis parti un peu avec beaucoup d'espoir de faire le même voyage que je fais avec le Scroll, mais bon, j'ai passé le golfe de Gascogne, pour ceux qui connaissent, c'est assez réputé musclé, et puis j'ai eu ce qu'il fallait comme vent et comme tempête. Et après je suis passé au large de l'Espagne et puis du Portugal, et puis à ce niveau-là, j'ai eu beaucoup de tempêtes. Et à un moment, ça me faiblissait, je me suis dit, je suis un super bon constructeur de bateaux et un super navigateur, et ça, quand on commence à se dire ça, c'est pas très très bon. et donc, dans la nuit même, je me suis fait chavirer, le bas arraché, j'ai passé la nuit à l'intérieur du bateau à l'envers. Un cargo qui passait par là m'a repêché de justesse. J'ai réussi à grimper sur le cargo en pleine tempête. C'était un peu une nuit un petit peu bordélique pour dire un mot. Et donc c'est un bateau qui faisait Lisbonne, les Açores, et je me suis retrouvé au plein milieu de l'Atlantique aux Açores, transporté par un cargo. Bon, c'est très sympa, les voyages en cargo aussi. Et donc après, je suis rentré en Bretagne et j'ai décidé de reconstruire un autre bateau en mieux, qui restait pas sur le toit en pleine. Donc je l'ai construit alors j'ai beaucoup cogité par contre pour que ce soit le plus simple et le plus rapide à construire, parce que je voulais pas des chantiers qui durent des années. Donc il fallait quelque chose de très très simple. Donc j'ai utilisé le contreplaqué et l'époxy. Donc le contreplaqué, c'est des grandes feuilles de bois, vous connaissez peut-être, c'est très facile à faire des bateaux avec ça, avec juste un couteau suisse, une spatule et puis un peu d'époxy, on peut construire un bateau très très costaud. Et un peu d'imagination. Et donc voilà ce que ça donne après. Donc c'était c'est une aventure, vraiment construire un bateau, c'est très très plaisant. Et ça faisait partie un peu de ma démarche, et il fallait vraiment que ça soit mon bateau que j'ai imaginé et construit moi-même. Donc Baluchon, c'est un nom que je trouvais assez sympathique pour un petit bateau comme ça. Donc il fait 4 mètres de long, parce que bon, fallait rester un peu dans des budgets. Je m'étais aussi contraint de le faire un minimum de temps. Je m'étais fixé un budget de 400 heures pour le construire, et donc il fallait absolument rentrer dans les clous des 400 heures. Je m'étais un peu contraint. Je trouve que c'est une bonne méthode pour réussir un projet de construction. Si après on voit plein de projets de construction amateur de bateaux qui durent des années, les gens après sont fatigués et ne naviguent plus vraiment. Enfin, l'envie de naviguer n'est plus la même que sur un bateau qui dure très longtemps à construire. Donc là, voilà l'intérieur. Le problème que j'avais, c'était embarquer mon eau, parce que c'est du grande durée. Donc là, on voit tous mes bidons d'eau.
Et là, je me suis allongé au milieu, puis j'ai tout à portée de main, quoi. Je suis comme Alexandre le Bienheureux. Donc là, on voit, c'est pas du bidon. Hein, Donc là, pour une traversée, la plus grande traversée que j'ai faite, c'est 40 jours. Donc il faut 2 litres par jour, ça fait à peu près 90 litres d'eau à emmener. Et donc il ne faut pas tarder, il faut pas prendre des douches tous les jours, donc il faut économiser un peu. Donc là, alors, mon voyage s'était terminé, mon précédent voyage s'était terminé au large de Lisbonne, donc j'avais décidé de repartir à Lisbonne. Et l'avantage d'un petit bateau comme ça, je ne sais pas si c'est un peu sombre peut-être. J'avais accroché d'une vieille remorque mon bateau, puis j'ai descendu par la route jusqu'à Lisbonne, par les petites routes. En plus, je ne vais pas prendre l'autoroute, donc j'ai mis 3 jours pour faire la Bretagne-Lisbonne en m'arrêtant dans le petit chemin de campagne. C'était assez sympa, assez bucolique. Donc là, j'arrive à Lisbonne. Donc c'est ma remorque, je ne sais pas si on voit, c'est là que je m'aperçois que j'ai pas trop le sens de la mesure parce que c'est vraiment une toute petite remorque pour encore un petit bateau, mais avec le recul c'était quand même un peu sport, hein, mon affaire. Si les gendarmes m'avaient arrêté, je crois bien que j'aurais été immobilisé. Donc mise à l'eau à Lisbonne, et évidemment je disais à personne mon objectif de faire le tour du monde parce que les gens m'auraient dit que m'auraient traité un peu de dingue peut-être. Donc j'ai été mis à l'eau un soir et puis hop, directement dans la nuit je suis parti direction les Canaries. Alors les Canaries, faut descendre en face du détroit de Gibraltar, descendre presque tout le Maroc et c'est presque en face de la Mauritanie là. Donc c'était un petit peu... ça c'était mon galop d'essai si on veut, puisque il faut attendre les bonnes saisons pour traverser l'Atlantique. Et au mois de mai, à partir du mois de mai, sur les côtes du Portugal, il y a les alizés du Portugal, c'est des vents qui se mettent en place progressivement et qui étaient assez faibles pour moi pour pas trop avoir de risque de tempête. Et donc ça me permettait de faire ce trajet en essayant le bateau, plus ou moins. Donc ça s'est super bien passé. J'ai eu du très beau temps, donc vraiment c'était une navigation, un régal. Je dis si tout le reste va être comme ça va pas être mal. Donc, voilà. Donc je suis arrivé à l'île de Lanzarote et là j'ai laissé mon bateau quelques mois parce que je suis retourné en France pour travailler un peu, parce qu'il faut, malheureusement c'est bien beau de naviguer mais il faut aussi un petit peu gagner d'argent de temps en temps. Donc j'ai laissé mon bateau là en mai 2019 pour repartir en novembre. Donc, comme mon bateau est tout petit, il y a plein de bateaux qui sont en partance, qui voyagent, mais c'est des bateaux que je considérais comme gros, quoi, donc plus de 10 mètres. Et donc moi, je me suis retrouvé complètement à l'opposé avec les petits bateaux à moteur donc j'étais en totale discrétion, ça m'allait très très bien. Personne s'imaginait qu'un bateau comme ça pouvait aller traverser l'Atlantique. Donc je me suis préparé un peu... Enfin, ça faisait longtemps que je rêvais, donc... J'étais impatient. Les mois entre le mois de mai et le mois de novembre, ça a été très très long parce que je pensais tous les jours à mon petit bateau qui était tout seul aux Canaries, donc c'était un peu pénible. Mais là, j'étais vraiment très content quand je suis retourné le voir. Donc là, après les Canaries, ceux qui connaissent, c'est de traverser l'Atlantique. Et donc l'Atlantique, c'est d'arriver à récupérer les alizés qui sont à peu près à cette région-là, là. Donc il faut descendre bien, et une fois qu'on les a attrapés, c'est des vents qui nous poussent tranquillement vers l'autre côté de la mer. Et voilà, c'est pareil, le bateau s'est bien comporté, j'ai fait une bonne moyenne, là, je faisais plus de 100 000 par jour, là, le vent était bien comme il faut, bien musclé, mais quoi se faire vraiment plaisir, vraiment plaisir. Ça a été vraiment une bonne... la traversée de l'Atlantique, un vrai plaisir, pas du tout la galère. Voilà, traversée de l'Atlantique. Donc, c'est quand même, c'est un bateau qui est petit, mais qui est assez inconfortable. Et il faut s'être préparé un peu psychologiquement avant. Il n'y a pas de confort, on ne peut pas faire de cuisine, faut vraiment... Puis surtout au début, j'ai eu des petits problèmes, c'est que j'avais pas fait de ventilation assez forte dans le bateau, et je me retrouvais le matin avec des mal de crâne pas possible, et j'ai mis du temps à me rendre compte que j'étais en train de m'intoxiquer avec mon propre gaz carbonique. Qui est un peu con pour finir l'aventure, on te retrouve à l'autre bout de l'Atlantique comme un endormi dans ton bateau, c'est pas cool.
Voilà, donc arrivé à... J'ai visé la Martinique au départ, et puis comme je suis pas un gars très très précis, je suis arrivé à la Guadeloupe. Donc je me suis retrouvé un petit peu au mouillage, mais alors on se retrouve un petit peu ridicule parce que le moindre petit bateau maintenant c'est 12-13 mètres quoi, donc on arrive là, les gens vous regardent un peu bizarrement, ils disent d'où il peut venir ce gars-là, donc, mais bon, aux Caraïbes ils sont assez habitués à avoir des gens qui traversent soit à la rame, soit avec un kite ou des choses comme ça, donc je ne crains pas l'événement en arrivant là, les gens sont un peu curieux mais sans plus quoi. Donc c'était, j'ai passé les fêtes de fin d'année là-bas parce qu'il faut attendre, le problème de naviguer comme ça, il faut attendre les bonnes saisons pour choper les bons vents. Et donc il y a pire comme endroit pour passer les fêtes, surtout quand on est breton. Voilà, donc après il y a eu l'acte... après là j'ai été un petit peu dans l'inconnu puisque j'avais jamais été avec mon bateau aussi loin, donc c'est la traversée de la mer des Caraïbes. Alors quand on s'imagine comme ça, on pense que c'est assez rapide, mais il y a une zone qui se trouve à peu près ici, là, il doit y avoir des vents, il y avait des effets de vent, on appelle ça le Cap Horn des Antilles, et il y a au moins 200 jours de tempête par an, et c'était assez angoissant pour moi de traverser cette mer, quoi. Mais finalement, ça s'est assez bien passé. Il y a un petit peu de mauvais temps, mais pas gérable, quoi, très très gérable. Donc le but après, c'était d'arriver à Panama, pour arriver le côté pacifique, évidemment, parce que passer le Cap Horn, c'était un petit peu chaud pour moi, surtout dans le sens inverse. Le mec, il choisit la facilité. Hein. Donc la facilité, c'était assez simple, c'est que pour passer le canal de Panama, il faut au moins 4 manœuvriers pour les écluses, pour retendre les cordages. Il faut le pilote du officiel et il faut et moi aussi, donc ça fait 6 personnes sur le bateau. Et puis il faut un moteur pour avancer au moins 5 nœuds. J'ai pas de moteur, évidemment, ça crée un petit problème. Donc j'ai trouvé un gars qui avait un pick-up et une remorque, qui m'a fait traverser les 80 km de l'isthme, donc c'était assez facile. Là. Enfin, quand on voit le pick-up et la taille de mon bateau derrière, c'était un peu surdimensionné quand même. Une Twingo aurait suffi. Alors le problème c'est que quand je suis arrivé de l'autre côté, j'étais pas tout à fait encore dans l'océan Pacifique, j'étais au pied de ces écluses là qu'on voit. Et donc moi la voiture m'a mis à l'eau tranquillement comme sur une cale de mise à l'eau classique, et puis après j'ai pris ma godille et puis j'ai continué à aller vers l'océan tranquillement. Et par contre la police là n'a pas trop apprécié ils ne voyaient pas ce que c'était ce mec là qui était en plein milieu de leur canal. Donc je me suis fait arrêter assez violemment, remorqué en zone militaire. Et ils ont fouillé le bateau entièrement, parce que évidemment c'est un bateau qui est fait pour la contrebande, on le voit tout de suite. Et donc c'était assez drôle, mais j'étais un peu angoissé quand même, parce que alors ils m'ont ramené à mon point de départ à la cale de mise à l'eau, et avec interdiction de continuer, mais de reprendre une remorque et pour aller plus loin sur la côte pacifique, en dehors de leur canal, parce que le canal c'est sacré. Et j'étais un peu embêté parce que j'avais plus que $2 en poche, j'étais un petit peu pas trop bien. Puis en plus en pleine nuit il y a des milliers beaucoup de cargos, des remorqueurs, il y a une activité complètement incroyable. Et donc ça fait des vagues incroyables, au mouillage c'était assez infernal. Donc au petit matin, dans la nuit, j'ai décidé de partir comme ça, sans demander mon reste à personne. Et voilà, c'était un peu j'avais juste ce qu'il fallait comme vivre, mais pas trop. Donc je dis ça peut peut-être le faire. Donc avec un petit peu d'optimisme, ça va. Donc après, l'acte 6, là, c'est de rejoindre les îles Marquises, qui sont en plein milieu de l'océan Pacifique. Donc je suis parti comme ça, un peu sans autorisation, parce qu'il faut faire des papiers quand on part d'un pays, il faut faire des clairances, c'est très très compliqué, c'est bien trop compliqué pour moi. Et donc je me suis parti comme ça à l'aventure. Donc, à la traversée du Pacifique, il y a une zone qui se trouve à peu près à l'équateur, qui s'appelle le Poteau Noir, qui est assez délicat à passer, mais j'ai réussi à peu près bien négocier l'affaire. Et donc, j'ai mis 44 jours pour arriver
aux Marquises. Les Marquises, c'est assez mythique quand on navigue, ça fait rêver. Donc je suis arrivé là-bas, c'était un peu... Alors j'étais pas au courant que j'ai aucun moyen de communication avec la Terre. C'est pendant ce temps-là, la Terre entière s'est fermée à cause d'un virus, je sais pas si vous êtes au courant. Et donc, la veille d'arriver, j'avais plus rien à manger. Je me suis dit, tu vas arriver, tu vas te faire un steak frites ou un truc comme ça, ou une pizza, ça va être super. Et finalement, les gendarmes qui disent non, interdiction de descendre à terre, faut attendre 14 jours. Enfin bon, c'est tout un bazar. Mais bon, les Marquises, c'est quand même, c'est le truc, le summum des voyageurs sur la mer, quoi. C'est vraiment des îles magnifiques, magnifiques. Donc là, j'ai passé un super séjour là-bas, j'étais accueilli, mais incroyable. Les gens, ils me disent, mais d'où il peut venir ce mec là dans sa boîte à chaussures ça. Donc j'avais presque tous les jours, on m'apportait des fruits, les habitants sont d'une gentillesse incroyable. Même pour marcher, c'est presque difficile de marcher, les gens s'arrêtent pour vous prendre en voiture et on ne veut pas refuser vraiment, donc c'est vraiment... la gentillesse et le paradis sur terre. Donc là j'en ai profité parce que en partant j'avais un anti-fouling j'avais pris un anti-fouling bas de gamme, donc avec le Manitou d'un chantier là, ils m'ont sorti comme si de rien n'était. À vrai dire, 4 marquisiens bien costauds, ils auraient pu faire le travail. Et aussi c'est là que les marquisiens sont des artistes dans l'âme, ils font beaucoup de tatouages et de sculptures, et il y a un marquisien qui a voulu sculpter ma godille. Et donc ma godille, maintenant j'y tiens énormément parce que c'est quand même un souvenir. Bon, il m'a dit que les dieux marquisiens vont me protéger, donc bon, il faut en profiter, des aides comme ça. Donc au bout d'un certain temps aux Marquises, j'ai rejoint Papeete. Alors il y a des îles entre les Papeete et les Marquises qui s'appellent les Tuamotu. C'est des îles magnifiques, mais c'est des atolls de corail avec... il faut être très précis en navigation, et puis surtout il y a des passes pour entrer avec sans moteur, c'est assez délicat, et ça m'angoissait un peu de rentrer dans ces îles, donc j'ai fait directement la Polynésie, enfin Papeete quoi. Donc là, c'est pareil. Bon, ça change un petit peu l'arrivée, il y a des grues, enfin c'est pas les Marquises, mais bon, c'est très sympa quand même. Donc là, ça a commencé, les gens se disent, mais alors j'ai eu un article dans le journal, puis les gens, là par contre, tout le monde venait me parler, c'est très très sympa. Je ne m'imaginais pas ça en partant, parce que je me disais que le mec avec un petit bateau, c'est complètement à l'opposé de ce que les gens font actuellement. Tout le monde veut revendre son bateau pour avoir un mètre de plus, beaucoup d'équipements, enfin c'est... Moi, comme j'allais un peu à l'inverse de ces choses-là, je pensais que j'allais au moins être ignoré, voire méprisé. Mais pas du tout, tout le monde venait me poser des questions. C'était très très sympa, très sympa. Et finalement, c'est un facteur de mon périple que j'avais pas pris en compte, c'est rencontrer des gens, quoi, échanger. C'était vraiment... Voilà, bon, après presque 6 mois en Polynésie à visiter tout un tas de trucs, j'ai visité un peu toutes les îles. Vraiment, c'est des îles merveilleuses aussi. Enfin, toutes les îles sont merveilleuses, mais en plus, ça fait un mythe quand même. Pour quelqu'un qui habite en Europe, c'est la Polynésie, c'est le truc. On s'imagine on a des clichés qui sont souvent vrais. Donc là, voilà, en septembre, avec le Covid aussi, tout est un peu fermé. Visiter les îles, c'est pas super facile. Donc j'ai décidé de partir directement de la Polynésie à la Nouvelle-Calédonie. Donc il y a plein d'îles qui sont sympas à visiter. Il y a les Samoa, les Cook, les Fidji, il y a tout un tas d'îles très sympas, mais c'est fermé. Donc j'ai décidé de partir directement entre ici et la Nouvelle-Calédonie. Alors j'étais pas très fier parce que ce qu'on disait de la Polynésie, c'est qu'on ne pouvait pas rentrer en Nouvelle-Calédonie, ce qui est logique, mais moi il fallait que j'avance un peu, quelque chose me poussait qu'il fallait que j'avance toujours vers l'ouest. Donc j'ai décidé tant pis, si je reste plusieurs mois sur mon bateau en Nouvelle-Calédonie, tant pis, je tente l'affaire. Donc voilà. Donc là, vraiment, c'est une route un peu particulière. Par contre, là, j'ai eu que du mauvais temps, c'était vraiment pas très agréable, une route pas très agréable. La mer était dure et
Bon, moi, ça l'a fait. Mais c'était pas la meilleure traversée du monde, quoi. On s'imagine dans les alizés, poussé tranquillement par des vents toujours à la même force, mais là, c'était un peu dur. Donc là, normalement, il y a une vidéo, mais je sais pas si elle marche pas. Ah, si. Donc voilà comment c'est un peu la vie à bord tous les jours. Bon, ça c'est les jours où il fait beau, donc... voilà. Alors, vous avez peut-être pas dit, il fallait un petit sac pour... Donc bah, ça secoue un peu. C'est pas le bateau le plus confortable du monde. Moi je trouve que c'est le plus beau bateau du monde, mais je suis peut-être pas objectif non plus. Donc ça secoue pas mal. Il faut mieux avoir. Au début j'avais une couchette assez large, et après je l'ai réduit avec des sacs sur les côtés parce que on est un peu ballotté sur la couchette. C'est sympa, mais bon, faut. Donc arrivé en Nouvelle-Calédonie, on se croirait en Bretagne. C'est ce que j'ai dit aux copains en arrivant. Je dis, bah si c'est ça, j'aurais mieux fait de rester chez moi. Mais finalement, il y a eu très beau temps après. Voilà, bon, arrivé en Nouvelle-Calédonie, génial aussi. À l'accueil, je vous remercie parce que c'est vraiment, c'est vraiment magnifique. Les gens sont toujours sympas, souriants, voilà. Malgré les événements, c'est vraiment une très très bonne. Ça sera sûrement une très très bonne escale, des bons souvenirs. Donc la suite du voyage, alors c'est là le hic, c'est que tout est fermé un peu. L'Australie, enfin, mon objectif à la base, c'était d'arriver jusqu'en Australie, de travailler un petit peu là-bas et d'acheter une vieille bagnole et de mettre le bateau, d'enlever la quille et de mettre le bateau sur le toit et de traverser par le milieu. C'était ça. Je trouvais que c'était une idée bien délirante. Et ben malheureusement, pas de bol, il y a un virus qui embête tout le monde. Donc on fera ça la prochaine fois. Donc pour l'instant, je me suis préparé à faire 70 à 80 jours de mer pour aller directement à La Réunion. Parce qu'entre-temps, il n'y a rien d'ouvert pour le moment. Donc il faut. Donc là, ça me fait un petit challenge que je trouve assez sympa. Ça me fait une sorte de longue route à moi. C'est pour les adeptes, ceux qui connaissent Moitessier. Donc voilà, ça c'est le prochain objectif là, de départ fin avril, début mai. Donc, bon, ça devrait le faire. Donc, le problème, c'est que j'ai pas assez de capacité pour embarquer autant de jours d'eau et pas assez de nourriture aussi. Donc, il va falloir que je me mette à pêcher sérieusement parce que jusqu'à présent, je ne pêchais pas trop. Et puis récupérer l'eau de pluie. Donc, ça va être je vais un peu sortir de ma zone de confort. Jusqu'à présent, c'était. Donc voilà, je me suis préparé petit à petit à cette extrémité. Mis à part si l'Australie ouvre entre-temps, mais ce qui est peu probable, donc on fait en sorte. Donc après, l'objectif, c'est de passer en plein été austral le cap de Bonne-Espérance. Donc c'est un peu chaud aussi sur un petit bateau, donc faut bien vigiler. Il faut bien faire attention. Là, il va falloir que je fasse de la navigation côtière pour faire des petits sauts de puce pour, entre deux dépressions, arriver à un petit port d'à côté. Donc, et puis après, une fois dans l'Atlantique, après c'est à la maison, il n'y a plus qu'à remonter l'Atlantique. Donc, voilà, donc ça sera pour 2022. Donc on n'y est pas encore, il faut profiter du temps présent. Voilà, c'est ça l'objectif. Voilà. Donc j'étais un peu vite, et donc voilà. Donc je vous remercie de votre attention.